Bon, le live, c'était vraiment super. J'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions et à vous proposer aussi une petite séance de méditation à la fin. Mais bref, il y a une question à laquelle j'ai pas su répondre, que je me suis pas penché sur son cas, c'est les déclarations de Luc Julia. Sachant que c'est un peu une sommité dans le domaine, et à l'origine de Siri, le papa de Siri, si vous voulez, il a écrit deux bouquins sur les IA. Il donne apparemment très nombreuses conférences sur le sujet. Il a parlé dans son audition au Sénat, donc il a été invité au Sénat. Je veux dire, et les élus, ça se voit quoi, se sont un peu aplatis devant lui. C'était vraiment tout frétillant de pouvoir lui poser des questions. J'ai écouté aussi son débat avec Maxime Fournes, dans lequel il est, il mâche pas ses mots quoi, on va dire. Faut arrêter de dire des conneries et je suis un peu gêné parce que moi, entre guillemets, je suis personne. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, mais pour le coup, je suis allé vérifier ce qu'il a dit, hein, et c'est lui qui a dit des conneries. Et je suis d'autant plus gêné qu'en plus, je suis quand même relativement d'accord avec le fond de ce qu'il dit. Tout ça me laisse un peu perplexe parce que je me dis, mais comment les gens vont s'y retrouver dans ce bordel? C'est déjà difficile à suivre, mais si en plus, les gens qui prennent la parole publiquement font des déclarations à l'emporte-pièce, alors d'un côté comme de l'autre, hein, pour le coup, et j'ai écouté ce débat, il est super intéressant. Il y a des choses qu'ont dit les deux intervenants, mais qui sont très pertinentes. Il y a un extrait de Maxime que je veux absolument vous mettre parce que je trouve qu'il a une intuition vraiment magnifique sur ce qui est en train de se passer sur les IA. Hein. Je suis pas d'accord avec ses idées, mais sincèrement, j'apprécie beaucoup sa démarche, ses recherches, les connaissances qu'il met sur le tapis. Bon, et c'est pareil pour Luc en fait. Il a de la sympathie pour les deux. Hein. Non, bref, c'est un peu présomptueux de ma part, mais voilà, propose de remettre un peu de nuance et de clarté là-dedans. Donc, je vais étayer mon propos, hein, qui peut être critiquable tout autant, hein, mais c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà. Alors, je précise que j'ai lancé officiellement mon bouquin, hein, ça y est, il est publié, vous pouvez vous le procurer, reprendre sa santé en main, donc c'est la santé vue par le prisme de l'évolution. Ça démarre en démontant quelques mythes médicaux modernes, et ensuite, j'embraye sur le rôle négligé. En tout cas, évidemment, il y a des gens dans le domaine de la santé qui ont compris ça, hein, je suis pas le seul, ni le premier à l'avoir compris. Le rôle des comportements dans les rôles fondamentaux. Et donc j'explique comment les régler correctement. Et ça va bien au-delà de simplement les comportements, puisque en fait, je développe une théorie complète du mismatch. Mismatch, on pourrait traduire ça par désalignement, donc ça rejoint la question des IA de manière indirecte, puisqu'en fait, il s'agit de s'aligner avec le monde technologique. Donc je reparlerai souvent de cette histoire de mismatch sur la chaîne, c'est vraiment fondamental à comprendre. Mais voilà, vous avez dans ce bouquin l'explication, la clé pour comprendre comment reprendre sa santé en main, évidemment, mais aussi comment ça s'applique à l'esprit, comment avoir une spiritualité alignée et à la culture. C'est bien plus qu'un simple manuel de santé, c'est une vision civilisationnelle que je vous propose. Bon, voilà, c'est conforme aux thématiques de la... Il me semble. Donc je mets le lien en description. Voilà. N'hésitez pas à vous le procurer. Je pense sincèrement, en tout cas c'est l'ambition du livre, de changer quelques vies. Que ce sera... Bon, on revient à nos moutons. Je vais commencer par examiner les propos de Luc Julia, les éléments sur lesquels il étaye son discours. Donc attention, même si je vais démonter certains de ses propos, n'en tirez pas la conclusion que tout est faux, hein, que tout est à mettre à la poubelle, hein, loin de s'en fout. Mais bon, il se trouve qu'il tient des propos qui ne sont pas étayés. Et je redis, je suis un peu gêné parce qu'il le fait devant la commission sénatoriale. Et on voit bien que en face, ils sont bien contents d'entendre ça. Donc je ne sais pas quel sera l'impact de tout ça, mais bon, voilà, toujours est-il qu'on en est là. Alors, première chose, il dit que, en parlant des voitures autonomes, qu'on ne peut pas mettre une voiture autonome place de l'Étoile à 18h à Paris, elle va pas s'en sortir. Bon, donc le chauffeur en question qui va prendre la fameuse place de l'Étoile à 18h. La place de l'Étoile à 18h, si vous voulez, voyez, vous mettez une voiture autonome sur une de ces 10 avenues de la place de l'Étoile, la voiture autonome va faire ça, d'accord? Et elle ne va pas pouvoir traverser la place de l'Étoile. Bon, pas de bol, hein. Vous savez, je vous ai déjà montré cette vidéo. Bah si, ça vient d'être fait. Alors, c'est récent. Peut-être qu'il est pas au courant. Voilà, 18 mai. Ça date d'il y a pas très longtemps. Il a sûrement autre chose à faire qu'à regarder les vidéos sur YouTube. Mais là, on est place de l'Étoile. C'est une Tesla. Alors c'est pas la vidéo que je vous avais montrée à l'époque, bon j'ai pas retrouvé exactement la même vidéo, mais bref, c'est assez facile à vérifier. Donc
Non, ce n'est pas vrai, ça a été fait. Son critère, comme quoi les IA sont limitées, la preuve, une voiture autonome ne pourra jamais traverser la place de l'étoile, bah c'est faux. Autre propos, l'extrait. Pertinent. C'est-à-dire que si vous demandez à l'IA, montre-moi que la Terre est plate, il va vous montrer que la Terre est plate. Ah non, Lick, parce que j'ai ça, voilà. Donc, j'ai demandé à Grok, démontre que la Terre est plate. Bon, je sais pas, peut-être qu'il contesterait mon prompt, mais bon, voilà, j'ai fait vraiment très simple, hein. La Terre n'est pas plate. Voilà. Et je vais expliquer pourquoi. Voilà ce que me répond Grok. Alors, ok, on pourrait dire, Grok, elle est faite pour aller vers la vérité. Bon, je sais pas. DeepSeek, même question. Démontre que la Terre est plate. La Terre est une sphère. Plus précisément, ellipsoïde, ça a été prouvé. Bon, voilà, je vais pas tout lire. ChatGPT démontre que la Terre est plate. Excellente question. C'est pas une question. Bon, bref, il y a le côté un peu flatteur de ChatGPT, qui n'a pas été vraiment corrigé. Mais en toute rigueur scientifique, on ne peut pas démontrer que la Terre est plate. Voilà. Argumentaire pseudo-démonstratif. L'horizon est toujours plat. Aucune sensation de mouvement. Bon, ouais, ok, c'est rigolo. C'est pas si mal en fait. Il se met à la place d'un platiste et il se dit, ouais, c'est vrai, il cherche la part de vérité. Ce que j'essaie souvent de faire sur cette chaîne. Il y a d'un côté, dans les discours des gens, j'essaie de remettre de la nuance, et de l'autre côté, j'essaie de trouver la part de vérité aussi dans ce que disent les gens. Alors, je le fais pas tout le temps. Hein, ça, il y a des fois, il y a des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Hein, et moi aussi, je peux exagérer sur des trucs. Bon. Bref, mais j'apprécie mais il n'empêche que, voilà, non, c'est faux, c'est encore faux. Les IA ne disent pas que la Terre est plate. Peut-être que c'était le cas au début, je me souviens pas, j'ai pas fait le test, mais là, c'est clairement pas le cas. Bon, ensuite, autre cas, il parle des hallucinations. Alors ça, les hallucinations, c'est fort possible, voilà, il dit, l'extrait. C'est-à-dire que ces IA sont pertinentes à 64%. Alors ça, 64%, c'est un chiffre qui fait un peu peur, hein. Parce que vous... Voilà, alors, cette histoire de 64%, en fait, les IA hallucinent à 36%. Il cite une étude de Hong Kong. Je sais pas si je vais le retrouver là, mais peu importe, je vais vous montrer. Voilà. J'ai eu du bol, je suis tombé sur cet article. ChatGPT, c'est 64% de pertinence. Il faut toujours douter de l'IA. Cette partie-là, je suis d'accord. Hein. Les IA hallucinent. Quand on veut vraiment être sûr, il faut aller vérifier au moins sur les données importantes. Ce truc de 64%, par contre, je me suis dit, moi, ça correspond pas trop à mon expérience de l'usage que j'en ai, quoi. Je me suis dit, c'est quand même, c'est vrai, il faut que ça se sache, quoi. Alors, j'ai lu cet article. Du coup, ce qui est bien, c'est que, pour une fois, alors, c'est quoi ce média? European Scientist. Pour une fois, la source est donnée. C'est très rare. Les journalistes, en général, ne donnent pas les sources. Donc, on peut pas aller vérifier ce qu'ils disent. Bon, il faut leur faire confiance. Mais bon, on sait bien que aujourd'hui, le journalisme, la déontologie laisse énormément à désirer. Hein. La charte de Munich, c'est plus trop ce que c'était. Hein. Bon, bref. Donc, c'est quoi cette fameuse étude de Hong Kong? Alors, il y a le lien. Voilà, c'est celle-ci. Arxiv 2302, c'est celle-là. Arxiv 2302, machin chose. Ok? Je suis allé voir. Du gros, voilà. Université de Hong Kong. Très bien, ça correspond. Et effectivement, robustesse de ChatGPT. Donc, on regarde les questions d'hallucination. Je sais plus s'il parle d'hallucination, mais il parle de robustesse. Bon, bref, c'est le bon papier, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai cherché son histoire de 64%, j'ai pas trouvé. Alors, peut-être que c'est moi, mais il y a un tableau ici, où il y a les résultats de ChatGPT ici. Donc, il y a plusieurs modèles qui ont été évalués et je retrouve ni le 36 ni le 64% là-dedans. Alors, il y a ça, peut-être, je sais pas, peut-être que, voilà, on se souvient pas toujours des chiffres exacts. Bon. Mais le truc, c'est qu'il y a plusieurs tests qui ont été faits. Il y en a pas qu'un. Il y a pas qu'un seul chiffre. Et c'est une histoire de robustesse. C'est pas une histoire d'hallucination. Enfin, c'est un peu, ça s'interprète pas aussi simplement qu'il le fait. Alors, j'ai pas tout lu, hein, je vous avoue. Peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, sur ce coup-là. Mais, voilà, c'est ça, le chiffre qu'il a retenu. Bon, je sais pas. En tout cas, quand je fais une recherche sur 64, voilà, je tombe sur des dates, je tombe pas sur... le chiffre n'est pas dans la publication. Voilà, il est ici, mais c'est pour un autre modèle. Si je recherche 36, voilà, c'est un autre modèle. Voilà, puis après, c'est des dates ou des références. Ici, pareil, c'est un autre modèle. Bon, donc je peux pas corroborer ce qu'il dit. Mais le plus important dans cette histoire, c'est... Alors, on le voit pas sur le côté. Voilà, c'est ça. Étude de 2023. Et là, je me suis dit, non, mais ça va pas, là. Et 2023, dans le domaine des IA, c'est Mathusalem. Et là, j'ai lu l'article, j'ai souligné les choses importantes. Et là, je me rends compte qu'il dit la même chose que à la commission sénatoriale. Bon, très bien, je me dis, super. C'est bien, ça correspond. Et qu'est-ce que j'ai retrouvé dedans? Cette histoire de 64%, déjà. Voilà, les pouvoirs hollywoodiens, ça, c'est pas mal. Il faut pas confondre les IA, les IA réelles avec les IA hollywoodiennes. Donc ça,
je suis d'accord. Il y a un problème sur YouTube, et probablement ailleurs, c'est que ça fait des vues, de faire des titres putaclic, de dire c'est la fin. Il y a des chaînes, c'est juste incroyable. À chaque vidéo, ils titrent c'est la fin, résultat choquant, etc. Et bien, visiblement, les gens y reviennent, quoi. C'est pareil dans les autres médias, il y a beaucoup de titres un peu exagérés. Et puis souvent, les gens vont pas lire les études, vont pas vérifier. Donc bon, voilà, il y a beaucoup d'exagération. Donc je comprends que derrière, lui, c'est un peu énervé et qu'il dise, oui, mais non, moi j'ai bossé dedans, vous faites tout un film de ces IA, mais en fait, bon, voilà, beaucoup plus prosaïque. Et voilà, il y a de ça aussi, la consommation énergétique. Bon, bref, il ressent à peu près le même discours qu'au Sénat. Très bien, ok. Oui, il y a toute cette partie aussi sur la partie les startups, dans le domaine, le financement des startups en Europe et tout qui ne marche pas. Bon, bref. Donc il dit la même chose. Super. Sauf que je regarde et là je vois la date de l'article 2023. Et là ça va pas du tout. Luc, tu nous ressors le discours de 2023. T'as pas bougé en 2 ans. T'as pas bougé d'un poil en 2 ans. Donc je sais pas. Est-ce que je connais pas sa carrière. J'ai pas vérifié. Est-ce qu'il est retraité? Il s'intéresse plus trop au domaine ou est-ce qu'il travaille toujours dedans, mais il a pas le temps de se mettre à jour sur tout, ce que je peux 100% comprendre. Mais là, il vient, il a un discours d'autorité face en plus à des responsables politiques avec un discours qui date des dinosaures. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, j'allais chercher où on en est sur les taux d'hallucination. Alors, bon, honnêtement, je suis pas allé regarder les détails de comment ils évaluent les hallucinations. Et c'est sûr que la méthode d'évaluation va jouer beaucoup sur les scores. Et il y a aussi quelque chose qui est important, j'en reparle après. Mais voilà, les taux d'hallucination communément admis aujourd'hui, c'est pas du tout du 36%, on est plutôt autour de 1%. Et là, ça correspond plus à moi, ce que je constate dans mon utilisation quotidienne des IA. Oui, il y a des hallucinations, et oui, il faut vérifier, surtout dans certains cas, les citations scientifiques souvent bidons, d'ailleurs même Perplexity, moi je trouve qu'il hallucine beaucoup plus que Grok, hein, par exemple. Mais bon, par contre, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que dans certains cas, notamment avec O3 et O4 mini, de l'aveu même d'OpenAI, le taux d'hallucination a beaucoup augmenté. Alors ici, il parle de 33%, il parle pas de 1%. Je pense que c'est sur certaines tâches, combien ils arrivent à détecter le nombre d'hallucinations. C'est pas le taux d'hallucination global. Bon, bref. Et on retrouve la même chose pour DeepSeek 3. Quand on va regarder les résultats, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, on a DeepSeek V3 qui est ici avec un taux d'hallucination de 3,9. Mais les modèles plus récents, en fait, ils sont en dessous. Voilà, DeepSeek R1, la toute dernière version, elle est à 7,7%. DeepSeek V3, pareil, la version plus récente, elle est à 8%. Ah, bon, DeepSeek R1, bon, ils ont réamélioré entre-temps. Bon, ça fluctue pas mal tout ça. Hein. Et d'ailleurs, DeepSeek R2, ils ne l'ont pas sorti à l'heure actuelle parce qu'ils sont pas satisfaits des performances. Donc c'est pas si facile que ça. C'est pas garanti que les IA soient tout le temps en train de s'améliorer sur tous les domaines. Donc ce phénomène de régression existe. Ça devient difficile de stabiliser toutes les variables en même temps hein, lors de l'entraînement. Pas du tout de la tarte. Hein, Donc le problème des hallucinations, ok, je suis pas en train de dire, il est réglé, il va être réglé, il n'y a pas de souci, ça ne fait que diminuer. C'est plus complexe que ça. Donc ça, je le savais pas, et donc merci Luc Julia, c'est en allant vérifier ces affirmations que je posais un domaine sur lequel j'avais quelques lacunes. Mais il n'empêche que ce qu'il dit, c'est daté, c'est très daté, et en plus, j'ai pas réussi à le corroborer. Voilà. Et dernière chose, dernière critique, quand il dit l'intelligence artificielle n'existe pas, ça ne l'empêche pas de dire aussi à côté, je ne sais pas ce que c'est l'intelligence. Bon, c'est gênant, alors, de dire d'un côté, ça n'existe pas, mais je sais pas ce que c'est. Et il persiste. Donc là, c'était bouquin de 2023, si je dis pas de bêtises. Bref, je sais plus les dates exactes. En tout cas, celui-ci et l'intelligence artificielle n'existe toujours pas. On va en reparler. Moi que je sais pas ce que c'est que l'intelligence, de toute façon. Voilà. Donc en fait, il explique, il a voulu dire l'intelligence artificielle. En fait, c'est l'intelligence artificielle hollywoodienne qui n'existe pas. Et d'accord, admettons. Donc c'est un peu un titre provoque. Pourquoi pas? L'idée, c'est d'attirer l'attention du public pour démystifier des histoires à dire. Donc ok, on peut comprendre la pourquoi pas. Lui, il préfère parler d'intelligence augmentée. Ça se défend. Je m'en fiche un peu de cette histoire. Donc je vais pas lui faire un procès d'intention. Bien au contraire, je suis relativement d'accord avec lui sur le fait qu'il faut démystifier tout ça. J'arrête pas, en fait, de le voir sans arrêt, les exagérations des uns et des autres sur le sujet des IA. Notamment des doomers. Donc là, on a Maxime Fournès en face. Désolé pour ces pubs intempestives, il y en a des tonnes sur YouTube maintenant. Et je vais pas passer des heures à faire du montage derrière pour les enlever, donc il y aura des petites coupures. Bref, donc je vais en passer maintenant au débat entre deux, parce que il est très intéressant. J'ai fini ma critique des propos de Luc Julia, mais on va voir ce qu'on peut garder aussi de ce qu'il... Notamment pourquoi il démystifie tout ça.
Donc ici, on a Maxime Fournes de Pose AI. C'est un ingénieur qui a travaillé dans les IA, qui a tout quitté parce qu'il estime que c'est devenu un risque, que ces IA sont devenus un risque existentiel imminent et qu'il faut avertir la population à ce sujet. Donc c'est un doomer, je crois que lui-même se réclame de ce terme, je ne pense pas déformer ses propos. Et là, il se retrouve face à Luc Julia qui est tout l'inverse, qui dit, mais non, de manière, on n'est même pas foutu de construire. Ce sont pas des vrais IA, on n'est pas foutu de construire l'intelligence artificielle générale, c'est pas la peine de s'inquiéter de savoir qu'ils vont détruire la planète, en gros. Hein. Donc Luc Julia dit que c'est un simple outil. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec Maxime, quand il dit non, ce sont plus que des simples outils. Les intelligences artificielles-là ne sont que des outils. Donc oui, en un sens, ce sont des outils. Une IA ne fait rien si vous lui demandez pas de le faire. On est d'accord. Sauf que ce sont des outils qui ont quand même une autonomie. Ils sont capables aujourd'hui, donc c'est ce qu'on appelle l'agentivité, de décider comment elles vont répondre à votre demande. Ils peuvent choisir une action ou une autre. Vous pourriez théoriquement, enfin c'est pas théoriquement, en pratique aujourd'hui, vous pouvez confier la gestion de vos investissements à une IA si vous le voulez. Et elle va décider. Ce ne sont pas, comme précédemment, de simples algorithmes déterministes. Alors moi je trouve que Luc Julia se cache un peu derrière son petit doigt quand il dit oui, c'est des statistiques, ok, il y a une partie aléatoire derrière. Oui, mais non, il y a, selon moi, un phénomène d'émergence qui fait que c'est bien plus que ça. C'est ce que Maxime essaie de lui dire. Et je crois qu'il emploie le terme d'émergence d'ailleurs. Il l'emploie mais pour autre chose. Mais je vais en parler après. Mais bon bref, une IA est plus semblable à un cheval qu'on doit domestiquer qui parfois cabre qu'à une pelle. Donc parler d'outils, il va trop loin dans la démystification. Ça ne rend pas justice à ce qu'est une IA. Par contre, là où il a raison, et pour moi il marque un point, c'est quand il répond à Maxime Fournes, faut arrêter l'hystérie, essayer de retrouver les propos exacts et proposer des choses. Pas de souci pour dire qu'il faut encadrer les IA. C'est plus que les gens qui dédient leur vie à travailler sur le risque existentiel des armes nucléaires et qui sont tous en train de dire on est au pire de l'histoire de l'humanité pour le risque nucléaire en ce moment. On est au pire de l'humanité, c'est très bien. Mais bon, ceci dit, on a fait en sorte qu'on a fait des accords internationaux qui font qu'on s'est calmé un tout petit peu sur ce truc-là. Donc si un jour il y avait un machin qui était existentiellement compliqué pour nous, avec des IA qui vont être très méchantes et qui vont faire des trucs compliqués, tout ça, je pense que l'humanité va se réunir. Alors peut-être avec l'ONU, moi je pense pas que l'ONU soit une organisation qui soit vraiment puissante et intéressante, mais peut-être avec l'ONU, des machins qui vont dire, bah les gars, il faut arrêter de faire cette course, d'accord? Et il y a un machin qui s'appelle la régulation. Alors nous en Europe, vous en Europe, je dirais plutôt, vous êtes très très fort en régulation, hein, parce que vous êtes les champions du monde de la régulation. Donc à un moment donné, vous allez dire, on va faire des règles, on va faire des lois, machin. Alors évidemment, on peut passer au-dessus des lois, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux taper sur la tête de mon voisin avec mon marteau, et bon, c'est interdit, mais je peux toujours le faire. Donc on pourra toujours faire des bêtises, d'accord, mais si on décide de mettre des lois en place, de mettre des choses qui disent ça c'est risqué, c'est pas bien, c'est exactement ce que c'est la régulation. Hein. C'est pour définir ce qui est risqué ou pas. Et donc, ce que je vous conseille à votre association, c'est d'aller voir les gens pour essayer de faire des lois, pour faire en sorte que ce dont vous avez peur, ça n'arrive pas. Oui, on le fait. Voilà, je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que là, en gros, il tempère un peu le côté les IA vont tous nous détruire. Et je trouve qu'il a pas tort sur ce point-là. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut bien différencier les risques posés par les IA elles-mêmes et les risques posés par les usages des IA. Si quelqu'un utilise une IA pour créer un virus, le problème c'est pas l'IA, le problème c'est la personne. C'est comme si on disait, c'est comme si on voulait interdire les marteaux parce que des gens tapent sur la tête. C'est l'exemple qu'il donne. Hein. D'autres personnes avec. Non, ça n'a pas de sens. Mais donc il faut faire attention, en fait, c'est ça le problème avec les discours des doomers, c'est qu'ils mélangent toutes sortes de choses. C'est qu'en fait, ils mélangent les IA actuelles et la super IA, à supposer qu'un jour elle existe, qui, elle, poserait une menace existentielle. Parce que derrière, il y a le discours, oui, mais on est pris dans une course à l'IA, on va pas s'arrêter avant d'avoir la super IA, parce qu'on va la considérer comme une arme, mais à ce moment-là, ça sera trop tard. Donc, le discours des doomers se nourrit de tous les petits symptômes, de tous les petits narratifs qu'il y a à droite à gauche, comme quoi on n'arrive pas à contrôler les IA parce que oulala ils hallucinent, oulala elles ont menti, oulala elles ont fait du chantage, alors que ce sont que des épiphénomènes. Parce que et c'est bel et bien le sujet de la controverse de ce débat, c'est à chaque fois que Maxime Fournes propose un exemple, Luc Julia répond grosso modo, oui mais ton exemple, il y a des humains qui l'ont initialisé, c'est pas l'IA toute seule.
Et en fait, à chaque fois, c'est un peu la même histoire. Il a fallu qu'il y ait un humain au départ du truc. Et on est très loin de la super IA. C'est le discours de Luc Julia et avec lequel, pour l'instant, je suis plutôt d'accord. C'est un peu plus complexe que de dire on n'y arrivera pas. D'ailleurs, lui-même ne dit pas ça. Il dit la technologie actuelle, on en est très loin. Et je dis la même chose. Sans percée technologique, et lui-même parle du quantique, des IA quantiques, pour l'instant, on n'y est pas et on n'y sera pas. Donc les histoires de super IA en 2027 ou autres, on en est très très loin. Et d'autre part, Luc Julia dit, et je suis d'accord avec, si il y a des problèmes, on va le voir en progressant vers la super IA. Donc on mettra en place des régulations, des pauses d'IA, au moment où on verra, oula, ça commence à être difficilement contrôlable ce truc-là. Et autre exemple qui est buté dans leur débat, c'est oui, mais les IA essaient de s'échapper, quitte à mentir, etc., etc. Bon, mais ça aussi c'est pareil en fait. C'est parce qu'on les met dans un certain contexte, on les met face à des dilemmes, bon, en fait, elles ont des capacités ultra limitées aujourd'hui. Mais voilà, les doomers surinterprètent tout ça. Donc, Luc Julia vient et il dit, et il tempère, il dit non mais arrêtez, c'est pas ça qui est en train de se passer. C'est de la surinterprétation. Il y a ceux qui, donc lui, il vient pour démystifier les IA. Il y a ceux qui mystifient dans le sens, elles vont nous détruire, et il y a ceux qui mystifient dans le sens, elles vont tout solutionner. Bon, dans la pratique, ça va être beaucoup plus complexe. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. Et ça se fera par tâtonnement, c'est-à-dire que oui, de temps à autre, il y aura des dégâts, et puis ça va s'améliorer. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se fait déjà. Ils relâchent les IA, et puis bon, les premières, ça s'est pas très bien passé, donc ils ont mis des garde-fous. Et voilà, il y aura d'autres soucis à des moments donnés, puis il y aura des nouveaux des garde-fous, parce qu'il faut pas oublier que les sociétés privées, elles veulent vendre les IA, leur réputation est essentielle. Si elles vendent des IA qui siphonnent les comptes bancaires des gens, elles vont le faire une fois, pas deux fois. Donc on est très très loin de la course à l'armement inévitable. Mais bon, je dis ça, je vais tempérer moi-même ce que je dis, parce que oui, c'est vrai que la course aux IA gouvernementales, là par contre, j'y vois beaucoup plus de dangers et de risques. Parce que les gouvernements n'ont pas du tout les mêmes incitatifs. Donc moi, ce que j'encadrerai aujourd'hui, ce ne sont pas les IA, ce sont les gouvernements, l'usage des gouvernements, l'usage des IA par les gouvernements. Là, moi, je demanderai un maximum de transparence. Et ça serait ma première priorité si j'étais doomer, entre guillemets, en tout cas si j'étais inquiet, et je le suis d'ailleurs, je ne suis pas naïf sur les IA. Moi, c'est ça que je demanderais. On veut savoir ce que vous faites, vous les États, là, avec les IA. Est-ce que vous n'allez pas nous surveiller un petit peu trop, là, nous faire des crédits sociaux, et les militaires, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Alors là, ouais, là, il y a des trucs dont il faut se méfier. Mais à l'inverse, dire que ce sont des simples outils, c'est trop simpliste. Et je vais vous mettre un passage de Maxime Fournes que j'ai trouvé brillant, sincèrement, et après, je vais conclure. Je pense que je voudrais faire un petit récapitulatif quand même sur l'intelligence, en tout cas l'histoire de l'intelligence, comment elle a évolué, parce que je pense que quand on a cette image en tête, ça devient un peu plus intéressant de comprendre comment fonctionnent les IA, et aussi de comprendre que aujourd'hui, je suis quasiment, et aussi de comprendre que ça s'est développé, c'est-à-dire notre compréhension du cerveau a évolué grâce à notre compréhension de l'intelligence artificielle, et notre développement de l'intelligence artificielle a évolué grâce à notre compréhension du cerveau. C'est vraiment quelque chose qui se sont fait en même temps. Donc en fait, comment ça a marché? Au début, il y avait des particules. Bon, à un moment, il y avait des petits organismes, mais il n'y avait pas encore de neurones. Les neurones, ils ont émergé, alors je sais plus quand c'était, il y a quelque chose comme 3 milliards d'années. Au début, c'était juste un système pour faire bouger un petit muscle. Okay. Ensuite, on a eu un changement assez radical où il y a eu les premiers organismes, orientés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une symétrie radiale, ils avaient une façon de se déplacer dans l'espace. Et la première innovation, la première fois où il y a un cerveau qui est apparu, c'est pour tourner en fait, pour se déplacer. Donc des neurones se sont mis par groupe, et on a eu l'émergence de la valence. Donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, je devrais me diriger vers la nourriture, je devrais éviter les trucs qui vont me tuer. Donc ça c'est le tout début du cerveau. Ensuite, on a les vertébrés. Les premiers vertébrés, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est là où il y a eu la première forme d'apprentissage par renforcement, donc par différence temporelle, où en gros on essaye de se projeter dans le futur pour voir ce qui va être bon ou mauvais dans le futur. Et une innovation intéressante, donc c'était cet algorithme de renforcement par différence temporelle, qui vraiment celui-ci a été découvert en partenariat avec des gens qui travaillent en intelligence artificielle, puisque l'idée est venue de Richard Sutton, il me semble, qui a implémenté le premier TD Learning Algorithm, et ensuite on s'est rendu compte, ah oui, ça marche de la même manière dans le cerveau. Ensuite, on a les premiers mammifères, et là c'est le moment où on commence à faire de la simulation.
Donc il faut bien comprendre que là, on vit pas dans le monde réel, on vit dans une simulation, dans le sens où le cerveau simule à chaque instant, à partir des inputs. Ce qu'on voit, c'est pas les inputs directs, c'est les inputs et avec une couche de simulation par-dessus où le cerveau est toujours en train d'essayer de prédire ce qui va suivre. Okay. Ensuite, à partir de là, on arrive aux primates. Les primates, on a le début de la théorie de l'esprit qui apparaît. La simulation, je voulais juste dire, ça consiste à faire du world modeling aussi. Hein, le cerveau simule le monde autour de nous, construit un modèle du monde. Avec les primates, donc, on a la théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit, ça consiste à prédire ce que les autres vont faire et aussi prédire ce que moi-même je vais faire dans le futur. Donc, construire un modèle de moi-même et un modèle des autres. Et finalement, la dernière innovation la plus marquante, c'est les humains avec le langage. Et en fait, en intelligence artificielle, en ce moment, on est en train de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on commence par modéliser le langage. Okay. On commence par modéliser le langage, on entraîne des réseaux de neurones immenses sur l'ensemble du corpus humain. Et en faisant ça, donc on manque toutes les couches de base, la valence, ce qui est bien, ce qui est mal, etc., les émotions. Mais on commence par ça. Et en fait, là, on est en train de se rendre compte que en l'entraînant suffisamment, eh bien, déjà, il développe de la théorie de l'esprit. Donc là, les LLM en ce moment sont à peu près au niveau humain en théorie de l'esprit. Tous les tests qui sont faits le montrent. Il développe des modèles du monde. Et c'est là où je trouve que Yann Lequin me fait bien rire parce que il est toujours pas au courant de ça. Donc il y a plein de papiers de recherche, on pourra les mettre en lien, qui montrent que les LLM, quand on les entraîne suffisamment, développent des modèles du monde, donc des simulations physiques, des modèles de ce qui se passe dans le monde. Et en fait, on est en train, d'une certaine manière, d'aller dans le sens inverse. Donc on développe des LLM qui sont des systèmes qui comprennent le langage et qui commencent à construire des modèles du monde, mais qui n'ont pas encore les couches de base de l'intelligence chez les mammifères, chez l'humain, etc. Bon, voilà, je voulais... Voilà, franchement, c'est brillant comme analyse. Alors, c'est un peu technique tout ce qu'il raconte. J'ai conscience que c'est pas forcément facile à comprendre pour tout le monde. La référence, il n'a pas cité, mais je pense qu'on a lu le même bouquin. Je vois pas comment ça peut être autrement. C'est ça, le bouquin de Max Bennett, Une brève histoire de l'intelligence. Conseil, si le sujet vous intéresse, de le lire. Ce bouquin est fabuleux. C'est un jeune qui est même pas du domaine, c'est un outsider. Il a écrit un livre, en tout cas que moi je trouve génial. Et je précise que ça fait partie des fondements de ma pensée actuelle, hein, et c'est notamment grâce à ça que j'ai mis au point une nouvelle technique de méditation, hein, que j'enseigne dans mes formations. C'est basé là-dessus. Daniel Kahneman, j'ai trouvé ce bouquin merveilleux. Pour dire, hein, Daniel Kahneman, prix Nobel, je sais plus de quoi, pas d'économie, mais d'économie sur les biais cognitifs. Bref, c'est quelqu'un qui connaît Donc là-dessus, pour moi, l'analyse de Maxime est très bonne. Dans le sens où, oui, ça part comme le dit Luc Julia, ça part de mathématiques algorithmiques statistiques. Donc au départ, effectivement, c'est un outil statistique. On peut le voir comme ça, au départ. Mais petit à petit, on s'éloigne de ça. Et l'explication de Maxime, encore une fois, je me répète, mais elle est vraiment lumineuse. Les IA font le chemin inverse de nous. Est-ce qu'elles vont aller jusqu'à la valence? Bon, peut-être, mais en tout cas pas tout de suite. Hein. On en est très très loin pour le moment. Et là-dessus, c'est là où moi, je rejoins Luc Julia quand il dit, c'est des maths. Tant que on franchit pas la barrière de la biologie ou de la physique, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des calculs, ces IA, il y aura quelque chose de plus, parce qu'on va les implémenter de manière physique, alors on ne peut pas atteindre l'AGI. Et là, je rejoins le papier que je vous ai mis récemment sur l'impossibilité mathématique d'atteindre l'AGI. Donc Luc Julia est d'accord, en fait, finalement. Alors ce papier a été a provoqué des réactions, a provoqué une controverse, hein, dans les commentaires. Il va falloir que je réexplique, parce que il y a un point de désaccord, ok, on va en parler, mais il y a eu aussi beaucoup d'incompréhension sur ce que j'ai manqué de pédagogie. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. C'était pour dire l'idée que les IA font le chemin inverse de nous, c'est lumineux, et ça justifie en partie les craintes de Maxime. C'est-à-dire, quand une voiture autonome écrase une personne, c'est qui le responsable du coup? C'est celui qui a demandé à aller d'un point A à un point B, c'est le concepteur, mais le concepteur il va dire ouais, d'accord, mais on écrase quand même moins de personnes que les humains. Donc ça, il va y avoir des choses compliquées. On peut pas juste dire c'est un outil. Ce genre de situation, on peut pas le résoudre en disant c'est un outil, parce que c'est qui l'utilisateur de l'outil? Qui c'est celui qui a dit je veux rentrer chez moi, jamais demander à l'IA d'écraser quelqu'un? Ma voiture autonome d'écraser quelqu'un. Donc ça n'a pas de sens, son idée d'outil.
mais il démystifie trop. Mais, d'un autre côté, il y a aussi une contradiction dans l'approche de Maxime, c'est que il dit, les IA font n'importe quoi. On peut pas les contrôler. Et c'est précisément parce qu'on peut pas les contrôler, quand on réfléchit à ce que ça signifie pour les IA elles-mêmes, ça veut dire qu'elles-mêmes ne peuvent pas se contrôler. Donc, elles ne vont pas être capables d'atteindre l'AGI si elles sont pas capables de poursuivre un but sans halluciner et sans se tromper. Donc ce que ne voit pas Maxime Fournes, c'est que précisément les arguments qu'il avance pour dire oulala les IA sont dangereuses sont les mêmes arguments qui devraient le faire conclure qu'on n'aura pas d'AGI, d'intelligence artificielle générale. Donc voilà, j'ai fait le tour des propos de Luc Julia. Donc pour moi, l'intelligence artificielle n'existe pas. Ben si elle existe, ok, il fait de la provoque pour calmer le jeu. D'ailleurs, c'est sa conclusion, son intervention au Sénat. On lui demande à la fin, est-ce qu'il y a un risque de détruire le monde ou je sais pas quoi. La fin du monde. Bon, la fin du monde. C'est sur la fin du monde. Ouais, la fin du monde, c'est non. Hein. Donc on va se calmer un tout petit peu. Voilà. Moi, il a un sacré franc-parler, le père Luc. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Donc, si c'est le but de son bouquin, c'est-à-dire, attirer l'attention en ayant un titre provoque. 2, pour expliquer que non, c'est pas la fin du monde. Bon, bah, j'adhère, entre guillemets, au projet. D'ailleurs, je me mets à la place de Maxime Fournes. Donc, je spécule, hein. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Mais, je peux comprendre, en un sens, lui, il a quitté son boulot. Ils fonde une association Pause IA. Bon, il faut qu'il mange, quoi. Il faut qu'il vive. Donc, il faut qu'il ait des financements. Donc, forcément, je me dis, ouais, s'il n'a pas un discours apocalyptique, s'il a un discours nuancé et pédagogique, ben en fait personne va l'écouter, donc il n'aura aucune vue, il aura aucun crédit et il pourra pas poursuivre son projet. Je sais pas si c'est le cas, je sais pas s'il a ce biais-là, mais en tout cas si j'étais à sa place, j'aurais sûrement ce biais-là. Et je le vois bien sur ma chaîne, moi j'essaie d'avoir des discours nuancés, pas toujours, certes. Ça dépend des questions en fait. Hein. Les questions politiques, j'ai des préférences, j'ai des convictions. Après, sur les questions de vérité, bah oui, il faut un peu de modestie épistémique en général, de mesurer sa propre ignorance. Bon bref, donc je comprends sa position, d'autant plus que derrière, sa peur est partiellement justifiée. Dans le sens, oui, les courses à l'armement, ça se passe mal. Et s'il faut attendre qu'il y ait des dégâts, une catastrophe, un traumatisme social avant de réagir, en fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui écoutent et puis il y a des personnes qui ne portent pas cette idée. Donc je peux comprendre ça. Je l'ai déjà dit, je le redis, je suis pas anti-doomer, binaire, dans le sens où, pour moi, d'ailleurs, Maxime Fournes, j'aime beaucoup l'écouter, il connaît son sujet, il apporte des éléments concrets. J'adhère pas au narratif, mais par contre, la démarche, pas de redit. Mais je suis pas aussi non plus contre Luc Julia. Donc je suis embêté aussi par ce débat, parce que je trouve que les deux ont en partie raison. Mais voilà un peu ma conclusion. Donc pour moi, bien sûr que si les IA sont des intelligences artificielles, elles sont même plus que ça maintenant, puisqu'elles commencent à avoir en partie de l'autonomie. Ce ne sont pas que des simples outils, mais par contre, oui, il faut se calmer. Là-dessus, je suis assez d'accord. Ce sera ma conclusion. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. On parle de l'accélération technologique, du changement de civilisation, du problème de l'adaptation à ce changement de civilisation. C'est le mismatch, le sujet central de ce bouquin. Comment se réaligner avec soi-même, avec la société. Et quand on a pigé ça, l'alignement avec les IA va se faire beaucoup plus facile. Mais on est dans une crise, en partie existentielle de la civilisation. Mais il faut pas mélanger tous les niveaux. Il y a des risques pour la société, il y a des risques pour la civilisation, il y a des risques pour la vie sur Terre. Et le problème, bref, je vais pas refaire le match, mais le problème dans tous ces débats, c'est pour ça que je suis d'accord avec la démarche de Luc Julia, c'est que tous ces niveaux de débat sont mélangés. Vraiment parler. Mais abonnez-vous, likez, commentez, ça aidera la chaîne. Si vous voulez me soutenir financièrement, ça m'aide aussi. Vous pouvez acheter des e-books, par exemple. Ou le bouquin, encore mieux, acheter le bouquin. Il a été fait dans l'optique de changer votre regard sur la santé, donc potentiellement, je pense qu'il va changer des vies. En tout cas, moi, ce que je vous explique là-dedans, c'est mon changement de vie par rapport à la santé. Et sinon, vous pouvez devenir membre aussi de la chaîne. Je mets des vidéos sur des sujets un peu plus sensibles, notamment la guerre culturelle aux États-Unis, et pas que aux États-Unis d'ailleurs, et d'autres trucs de ce style-là, les sujets plus sensibles sur l'accélération technologique. Voilà.